Manu, je sais que vous êtes un grand fan et je vous promets qu'on va entendre l'Oriental parce que c'est votre chanson préférée. Soyez le bienvenu. Enrico Macias, je vous laisse vous asseoir ici. Comment allez-vous? Très bien, je suis content de vous voir. Bah, moi aussi, écoutez, soyez franchement le bienvenu. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Alors on va parler de plein de choses avec vous parce qu'on a vraiment à cœur de vous entendre sur l'époque que l'on traverse. On aimerait qu'elle soit moins douloureuse pour des gens comme vous parce que effectivement, on a commencé la semaine, je le disais, avec cette agression du rabbin à Orléans, parce que, on le sait, vous avez donné un concert, et je vois d'ailleurs que vous avez un petit pins sur la question des otages. Dans votre concert, vous avez dédié une chanson à la famille Bibas. Il y a bien sûr tout ça en vous, mais il y a toujours cette joie de vivre que vous avez. Et puis là, on parlait de Nicolas Sarkozy, qui se retrouve avec un réquisitoire extrêmement dur, on le disait. Mais Nicolas Sarkozy, c'est aussi celui que vous avez accompagné dans ces campagnes. C'est vrai, et puis je suis bouleversé de voir comment on traite un ancien président de la République. Je veux pas rentrer dans le domaine de la justice, critiquer la justice ni quoi que ce soit, mais minimum de respect devant un président de la République, le premier homme de France, traité comme ça, franchement, on n'a jamais vu ça en France. On n'a jamais vu ça. Et je propose qu'on regarde ces images. En avril 2007, c'était le meeting de Nicolas Sarkozy à Dijon. Et vous aviez chanté pour lui, vous aviez chanté de Passy à Belleville. Toi, Sarko, je suis bien dans tes bras. Écoutez. Alors c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, vous auriez pu le chanter. Ah oui. Vous pourriez presque me le chanter. Non, ce qu'on a, c'est évidemment aussi en 2007 le meeting d'entre-deux tours, place de la Concorde, où vous aviez transformé un peu les paroles de votre chanson. Des filles de Sarkozy. Voilà. Celle-là, on s'en souvient bien quand même. Oui, mais alors là, je voudrais faire une petite mise au point. Alors. Quand j'ai chanté cette phrase qui m'a valu beaucoup de critiques et quand j'ai dit qu'elles sont jolies les filles de Sarkozy, il venait d'être élu président de la République et je voulais parler des filles de France. Les filles de Sarkozy étant les filles de France. C'est ça que je voulais dire. Ah, c'était pas les deux filles Mais non, mais je savais même pas qu'il avait deux filles. Alors, ça a complètement pas du tout été compris comme ça. Vous avez compris que on a tous pensé que vous parliez des deux filles. Oui, mais des enfants de Sarkozy, mais c'est les enfants, c'était les filles de France. Les filles de France. Bon, voilà, bah écoutez, il était temps de le dire. Voilà, enfin, oui. Enfin, ce matin sur BFM TV, vous pouvez donner votre vérité, Enrico Macias. Enrico, il dit quand même quelque chose sur Nicolas Sarkozy qui résonne chez les Français, qui est cette idée. Et quand on disait que cette attitude des juges, elle affaiblit la justice, c'est qu'il y a cette idée, on dépense beaucoup de temps, beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour juger quelqu'un qui, fondamentalement, n'est pas dangereux pour la société. Et à côté de ça, il y a des tas de gens qui sont pas jugés. Et les Français ont l'impression que souvent, finalement, la justice, elle est plus du côté, pas des délinquants, mais elle met plus d'énergie, vous voulez dire? D'énergie face à des gens puissants qui, fondamentalement, sont pas des dangers publics. Mais ils incarnent quand même toutes les institutions. Je suis d'accord, mais moi, je te dis ce qu'on entend. La probité que l'on veut incarner au plus haut sommet. Je te dis ce qu'on entend, et c'est qu'il y a ce sentiment, quand même, que la justice, elle ferait mieux d'aller là où il y a des vrais sujets sur la sécurité, voilà. Et une question de ton. J'adore ce que vous venez de dire. Il est pas forcément. J'adore. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Complètement. Et c'est vrai que on s'acharne sur des détails qui n'ont aucune importance pour moi. Et on oublie de s'occuper des vrais problèmes. Et ça me gêne. Ça vous gêne. Après, c'est pas des détails qui n'ont pas d'importance si, effectivement, le pacte de corruption est prouvé. Mais le problème, j'imagine que c'est ce que vous vouliez dire, Manu, et vous aussi, Enrico Macias, c'est effectivement le sentiment pour certains autres
d'impunité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit aujourd'hui la question aussi de la récidive, la question de la fermeté ou non de la justice, au fond, c'est ça que vous voulez dire. J'imagine que vous voudriez que la justice s'occupe, et ça, quand on entend un certain nombre d'enquêteurs, de policiers, je recevais ce matin Laurent Nunez, on parlait de cette question de ces jeunes de 13 ans qui se sont attaqués à leur prof de PS. Alors ça, moi, j'avoue que cette histoire m'a saisi d'effroi. Vous l'avez entendu, c'est hallucinant. Ça s'est passé à Fontenay-aux-Roses hier. La prof de PS qui part au stade avec ses élèves, ou mercredi, et qui se fait littéralement étrangler par ses élèves de 13 ans. Et la question aussi d'une forme d'impunité ou de sentiment d'impunité des jeunes. Mais en même temps, on ne peut pas forcément comparer les deux. Enfin, moi, j'estime qu'on ne peut pas forcément comparer les deux. Mais je peux comprendre, et surtout, il y a un vrai espace de liberté ici pour que vous puissiez le dire. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est on s'attaque au président de la République, par exemple, l'ancien président de la République. Mais on oublie de parler de tout ce qui se passe dans ce monde, d'horrible, c'est-à-dire tous ces actes antisémites, tous ces actes de violence. Moi, vous savez, quand on a tué Samuel Paty, il n'y a pas eu d'une grande manifestation en France pour ça. Pourquoi on tue des professeurs? Pourquoi on met en prison des écrivains? Pourquoi alors qu'on dit que la France est un pays de démocratie? Et où elle est la démocratie? La France que vous ne cessez de chanter. Et vraiment, ça me frappe beaucoup. Encore aujourd'hui, vous dites qu'il y a cette tristesse. Vous parlez effectivement des professeurs. Quand vous parlez de l'écrivain, évidemment, on va y revenir. Je pense que vous pensez aussi à Boualem Sansal, dont on a appris hier qu'il était condamné à 5 ans de prison en Algérie. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous recevoir ce matin, Enrico Macias. On va marquer une petite pause. Et juste après, je vais entendre aussi votre regard sur notre époque aujourd'hui. Et vous gardez, je suis très frappée que lors de votre concert, il y a eu des malveillants qui ont jeté des boules puantes. Vous avez répondu « je m'en fous ». Vous avez donné un concert il y a 10 jours à Paris, au Dôme de Paris, un concert qui était plein, mais pendant lequel des boules puantes ont été jetées au milieu de la foule. Vous avez dit sur scène que vous n'aviez pas peur, pour vous. Mais malgré tout, comment vous avez ressenti ce moment-là de malveillance? J'ai ressenti comme une menace certaine, et pas du tout un truc de potache. C'était vraiment ces boules puantes. Ça m'a rappelé le Bataclan en 2015. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Évidemment, ça me touchait directement puisque c'était mon spectacle. Vous avez dit ces mots, évidemment, il ne s'agit que de boules puantes, mais c'est un acte malveillant qui avait d'ailleurs, une plainte a été déposée, plusieurs personnes ont été évoquées comme ayant participé à cela. C'était juste un signal. Mais pour vous, justement, vous vous êtes dit, c'est un signal, ça aurait pu être... Bien sûr, ça aurait pu être plus grave. Mais c'est dire quelque chose, c'était un message à vous faire passer. Oui, un message, de toute façon, ça ne me fait pas peur, moi, personnellement. Ce qui me fait peur, c'est le public. C'est pour le public. C'est pour ça que je voudrais qu'il y ait une sécurité très forte, de façon à ce qu'il n'y ait pas quelque chose de grave qui arrive dans mes spectacles. Enrico Macias, ce signal, pour vous, il est aussi le symptôme de ce qui vous arrive depuis... Vous dites que depuis le 7 octobre, votre public... qui jusqu'alors était très large, c'est comme si les différentes communautés, désormais, ne communiaient plus jamais ensemble. Je ne vais pas aller jusque-là, mais ce que je veux dire, c'est que depuis le 7 octobre, je suis bouleversé parce que j'avais l'habitude de rassembler toutes les communautés dans mes spectacles. Même des communautés qui, a priori, ne pourraient pas s'aimer. Mais moi, je les faisais aimer. Je les faisais fraterniser avec mes chansons et tout ça. Et là, j'ai un problème, c'est que je sens que les communautés sont manipulées par d'autres forces. Je les connais, les forces qui les manipulent. Mais je ne veux pas encore faire des bêtises et déraper, mais ce que je veux dire, c'est que les gens en eux-mêmes sont gentils.
Mais quand ils sont manipulés, ils deviennent des monstres. Ils deviennent des monstres. Je parle des extrémistes. Je parle des islamistes. Parce que moi, je ne fais pas de différence entre les extrémistes, pour vous, c'est d'où qu'ils viennent? Je ne fais pas l'amalgame entre les islamistes et les musulmans. Parce que moi, les musulmans... Vous avez grandi ensemble? Moi, j'ai grandi avec eux. Je trouve que les religions, je ne suis contre aucune religion, bien au contraire. Moi, je suis un homme tolérant. Et ce que la tolérance est un peu abîmée en ce moment. Elle est abîmée. Parce que même quand on n'est pas tolérant vis-à-vis des musulmans, on les confond avec les islamistes. C'est une stigmatisation dure. C'est très dur de faire ça. Parce que... Enrico Macias, vous parlez effectivement de cela. Vous dites qu'il y a eu le 7 octobre. On sait que d'ailleurs, dans votre dernier concert, vous aviez dédié une chanson à la famille Bibas, qui est évidemment cette famille qui a été massacrée, enlevée d'abord et ensuite massacrée par le Hamas. Un bébé, son petit frère de 4 ans, son grand frère de 4 ans, la maman, c'est quand même dur. Je vous vois pour une fois, j'avoue, silencieux, attentif. Mais vous parliez justement de ce que cette tolérance est terriblement abîmée, mais je lisais aussi, il y a peu de temps, que vous souhaitiez retourner chez vous, en Algérie. Où vous n'êtes pas allé depuis 1961, si je me trompe pas. Vous n'avez jamais pu y retourner. Mais je ne suis jamais retourné. Mais question, si les conditions font que c'est impossible, avant votre mort, ça sera un regret, j'imagine, inconsolable que de jamais avoir revu votre terre. Peut-être je la reverrai dans l'au-delà. Inch'Allah. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ma terre natale, elle est toujours dans ma mémoire, dans mon cœur. Le peuple algérien, c'est mes amis, c'est mes frères. Mais je trouve que c'est une grande erreur de ne pas être retourné en Algérie. Pas seulement pour moi-même, mais pour l'histoire du monde, de l'humanité. Vous auriez aimé y retourner. Bien sûr. Vous n'avez jamais pu, pour des raisons de sécurité, y retourner. Pour des raisons que j'ignore, parce que c'est une discrimination quand même. Et ne pas pouvoir retourner dans sa terre natale, ça veut dire que je suis un apatride. Ben voilà. Mais moi, heureusement que je suis français. Et vous avez voulu y retourner et on vous a empêché, on vous a refusé sans cesse. Les visas. J'ai été invité la première fois par le président Bouteflika. Et puis après, ils ont fait marche arrière. Au moment où j'allais partir, ils ont dit que j'étais pas pratiquement le bienvenu. Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes parti d'Algérie ? Quand je suis parti d'Algérie, j'avais 22 ans à peu près. Et il y a évidemment cette chanson, et je voudrais qu'on l'écoute parce que c'est la chanson de l'exil. Adieu mon pays. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. Ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. Évidemment, adieu, adieu mon pays, que vous et que tout le monde a rechanté derrière, c'est votre chanson, Enrico Macias. Aujourd'hui, on imagine plus mal encore qu'il ne vous y accueille avec la crise ouverte, non seulement entre la France et l'Algérie, mais je voulais avoir aussi votre réaction à cette arrestation de Boualem Sansal, arrêté depuis 3 mois, mais ça y est, condamné officiellement, 5 ans de prison ferme. Ça me bouleverse parce que je trouve que à chaque fois qu'on fait du mal à un intellectuel ou un artiste ou un écrivain, c'est un signe de mauvais esprit de l'État, quoi. C'est comme une dictature, quoi. Ça fait de la peine, c'est la censure, c'est un manque de liberté, quoi. Quand la liberté n'est pas là, c'est la mort qui est là. C'est votre blessure, hein, vous le dites, c'est ma blessure de ne pas avoir pu retourner effectivement là-bas. Le contexte actuel, les tensions immenses qui ne donnent pas tout à fait le sentiment que ça va s'améliorer, hein, Emma. Non, et vous avez le sentiment que la France, que les Français sont assez mobilisés sur ce sujet, sur ce combat pour la liberté qui aujourd'hui est symbolisé par l'affaire Boualem Sansal ?
Est-ce qu'on en fait assez? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté. Je suis sûr qu'ils voudraient bien le faire. Mais on ne leur donne pas l'occasion. Mais je vous souhaite que tout le monde se réveille, parce que on est dans une situation, déjà, le gouvernement, et on n'en a pas tellement. La situation est dure. On n'en a pas tellement. C'est vrai que quand vous le dites comme ça, c'est vrai qu'on n'en a pas tellement, quoi. Douce euphémisme. Il vaut mieux avoir un petit sourire, mais avec Mais d'ailleurs, tout vous ça, avez toujours cette... C'est ça que je trouve assez inouï, quand même. Hein. C'est vrai que vous avez quand même traversé un certain nombre de très grandes épreuves, de très grandes douleurs, et vous gardez toujours cet incroyable sourire. Hein. Oui, c'est vrai. Ça vous frappe aussi, vous? Moi, ça me frappe. Je suis très, très heureux de vous avoir en face de moi. Pour moi, vous êtes vraiment toujours le trait d'union dans la société. On a un peu l'impression que, en fait, vous êtes toujours ce trait d'union, mais que les gens que vous voulez unir se transvasent vers la droite ou la gauche. Comment est-ce que vous voyez votre public changer? Est-ce que vous changez avec lui? Comment est-ce que vous voyez les choses pour non, demain? le public ne change pas. C'est une mauvaise parenthèse en ce moment. C'est une parenthèse. Et je suis sûr que tout reviendra comme avant, bientôt. Vous espérez vraiment que Oui. les choses s'apaisent, que les tensions, y compris en France? Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours, malgré les tragédies qu'il y a eu, j'ai toujours l'espoir et l'espérance. J'ai toujours. Vous parlez à Enrico Macias de la parenthèse, mais j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec Delphine Hörwiller, la rabbine Delphine Hörwiller, qui dit que la parenthèse, pour elle, elle a été ouverte en 1945, après la guerre, et qu'elle est refermée maintenant, et qu'en fait, les Juifs aujourd'hui se retrouvent, en France comme ailleurs, essentialisés, c'est-à-dire menacés. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Bien sûr. Vous savez, ce qui s'est passé pendant la Shoah, je croyais qu'à la fin... il y a eu le régime de Vichy en France, il y a eu beaucoup de choses dures. Mais j'ai cru que tout cela allait s'arrêter. On disait plus jamais ça, plus jamais ça. Et là, on retrouve encore des relents de tout ce qu'on a vécu dans ces années-là. Est-ce que vous avez peur? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez peur, Enrico Macias? Moi, j'ai jamais peur pour moi. C'est pas pour moi que j'ai peur. J'ai peur pour ceux que j'aime. J'ai peur pour la collectivité. J'ai peur parce que je suis devenu un témoin de mon temps par mes chansons que je chante, par les chansons que je chante. Donc, je me dois d'être une sorte d'ange gardien de tout ce que j'aime. N'oubliez pas que j'ai écrit une chanson en 1963 qui s'appelle « Enfant de tout pays ». Et « Enfant de tout pays », c'est quoi? C'est d'essayer de voir la fraternité entre tout le monde. Et quand j'ai écrit cette chanson, j'ai dit, dans ma tête, j'espère ne pas la chanter tout le temps, parce que ça arrivera. C'est le rêve du poète que je suis. Peut-être que ça va arriver. Et je m'aperçois en ce moment que ça n'arrive pas. Mais mon idéal ne change pas. Vous savez, c'est comme quand vous dormez, vous faites un rêve, et puis on vous réveille et le rêve s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? En ce moment, il y a une parenthèse qui me fait arrêter de rêver. Mais je continue à rêver toujours. Mais Enrico, vous étiez aussi ce trait d'union, parce qu'il y a un peu de Enrico Macias quand même, il faut le dire. Il y a vos chansons. Et puis il y a ce virtuose de la musique arabo-andalouse que vous êtes, et qui crée finalement ce lien entre... catholiques, musulmans et juifs, en écho à ce qu'a été ce monde arabo-andalou, qui a sans doute été au Moyen-Âge le moment le plus fabuleux de l'histoire de l'humanité, où tout le monde inventait tous les savoirs ensemble, toute la culture. Est-ce que c'est aussi... et cette période-là, elle s'est terminée aussi. Est-ce que vous voulez faire écho aussi à cette période moment d'harmonie extraordinaire? Vous savez, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Andalousie ». Et mon rêve, à part celui d'Enfant de tout pays, c'est que le monde retrouve l'ambiance et le temps de cette Andalousie. C'est ça que je voudrais. Je voudrais que toutes les communautés soient autour d'une guitare, d'un oud, d'une derbouka, et fraternisent ensemble autour de la musique. Parce que la musique, c'est un vecteur très important pour la paix. Très important. Et vous avez vu, les islamistes,
comme à l'époque de Al-Qaïda, ils empêchaient les gens de faire de la musique. C'est une des premières mesures qui a été décidée d'ailleurs en Ils Afghanistan. empêchaient les gens de faire de la C'était musique. de casser, on a vu ces images épouvantables où on cassait devant les yeux des musiciens qui n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer, où on cassait leurs instruments, où on brûlait les pianos. Oui. La musique est un vecteur. J'ai un petit cadeau pour vous, Manu. Parce La que musique et la science. Je sais que la musique, l'orientale, est le grand bonheur. ma chanson. Le grand bonheur, c'est la chanson de Manu, on l'écoute. On m'appelle l'oriental, le brun haut, regarde, fatal, aïe 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 aïe. Et l'on m'appelle. Il y a même le aïe aïe aïe. C'est l'ancêtre de l'aïe. Non mais c'est vrai que Manu, je sais que ça vous... Ah ouais. et en plus de vous plaire, ça vous émeut. Ah bien sûr, Et bien sûr, bien Est-ce que évidemment. l'espoir, ça se cultive? Vous disiez tout à l'heure, je suis le témoin de mon époque. Alors effectivement, à l'âge que vous avez été le témoin de plusieurs époques peut-être. Compte tenu de ce que, aussi peut-être, une parenthèse s'est fermée, comment on fait pour garder espoir et où est-ce qu'on va puiser cet espoir? Vous savez, quand vous avez l'expérience de moments difficiles comme des tragédies, de perte d'êtres chers et tout ça, il y a toujours en nous un espoir. Ça, l'espoir, c'est quelque chose, c'est l'instinct de conservation, quoi. C'est ça l'espoir. C'est une sorte d'instinct de vie, quoi. Oui, mais il y a quelque chose de bouleversant quand on vous entend, Enrico Macias, c'est que au fond vous avez la foi. Non, mais la foi, c'est même pas la question de foi en Dieu, la foi dans l'homme, la foi dans la fraternité, en dépit de tout ce qu'on voit, en dépit du chaos, en dépit du fracas, en dépit de la terreur qui est partout. Alors, Oui. vous gardez la foi. Encore, dans vos mots le disent, vos yeux aussi le disent. Vous savez, quand je partirai, j'aimerais qu'on dise ça de moi. Cette fois, je veux pas la perdre jusqu'à mon dernier souffle. Parce que je suis écouté par beaucoup de gens. Et si je leur dis, il n'y a plus d'espoir, c'est trop dur. Je crois que c'est la première fois que je vous vois pleurer. J'ai vraiment, alors je suis désolée, mais c'est vrai que je me dis, Enrico, vous êtes un homme qui dit toujours l'espoir, qui dit toujours le... Et Pourquoi cette angoisse tout d'un coup? Pourquoi ça remonte? Pourquoi ces larmes? Parce qu'on parlait de l'espoir et il faut pas que il faut que j'ai toujours de l'espoir. Mais ça veut dire qu'en fait, pour vous, en ce moment, il est difficile de le garder. Non, je le garde. Je fais tout pour le garder, quand même. Pas pour moi, pour tout le monde. Ouais, mais c'est plus douloureux que jusqu'à présent. Je vois, ça vous demande plus d'efforts. Ben oui. Quand vous avez vu les images du rabbin samedi dernier qui a agressé, comment? C'est dans ces moments-là que vous pleurez, mais qu'on ne sait pas que vous pleurez, en fait. Ouais. Mais vous savez, dans ma vie, j'ai perdu mon beau-père assassiné en Algérie. Cheikh Raymond, qui était un grand représentant de la musique algérienne, andalouse. Et puis, encore maintenant, je vois qu'il y a des choses très terribles. Par exemple, les otages qui sont encore aux mains du Hamas. Et il y en a qui reviennent dans des cercueils. Des bébés. On a tué des bébés. Moi, je trouve ça quand même, c'est trop dur. Mais Enrico Macias, vous avez toujours écrit des chansons en écho à tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que votre inspiration créatrice de tout ça, elle se nourrit? Est-ce que vous allez faire des nouvelles chansons? Oui, je suis en train de préparer un nouvel album, justement. Je pars pas, hein. Je reste là. Moi, je reste là. Je reste là. Je suis en train de préparer un nouvel album avec beaucoup de chansons. D'ailleurs, ça sera mon dernier album. Vraiment? Oui. Pourquoi? Ah oui, parce que avec la maison de disques, on a décidé que ça serait mon dernier album à cause de mon âge et que je veux finir la boucle de mon parcours avec cet album, justement.
Et qu'est-ce qu'il dit cet album? Qui écrit avec vous? Quel est le message, la couleur de cet album? C'est pour que je laisse une trace après mon départ de ce monde. Parce que la trace n'est pas déjà là, selon vous? La trace n'est pas suffisamment... mais encore. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire. Et vous, qu'est-ce que vous voulez dire là, dans cet album? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? S'il n'y a plus qu'un seul album, qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit? Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle « Laisse faire le temps ». Je crois que ça va être le titre de l'album. Laisse faire le temps. Voilà, ça va être ça. Non mais c'est des conneries, Enrico. Si vous avez l'inspiration après, vous referez un nouveau disque et puis voilà. Manu ne veut pas que ça s'arrête. Dire c'est le dernier. Après le dernier, il y a l'ultime album. Il y a toujours une possibilité, Enrico. Mais c'est le dernier album que je vais enregistrer, mais c'est tout. Et je continuerai à chanter sur scène jusqu'à mon dernier souffle, si Dieu me donne la santé et me prête vie. Et voilà. C'est ce que l'on vous souhaite évidemment. Merci Enrico Macias d'être venu avec nous ce matin. Merci. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée, un bon week-end et à lundi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de votre bienveillance.